l'affiliation, c'est Amazon qui a commencé à en faire et qui a dit, plutôt que d'aller dépenser un peu partout pour se faire connaître, c'était de se dire, voilà, je vais aller proposer à tous ces petits sites un peu partout, bah tiens, parle de moi, fais venir des gens chez moi, et si ces gens font une vente, et bah, je te redonne un petit peu de chiffre d'affaires qui a été généré. En gros, tout ce qui est acquisition digitale, à partir du moment où vous avez une action qui est générée, peut être gérée par une plateforme d'affiliation, parce que là, on revient au cœur du métier qui est le tracking. Nous, on est là pour animer un réseau, et l'annonceur, via sa plateforme, a accès vraiment à tout ce qui se passe sur son réseau. Hello et bienvenue sur le Gridcast, le podcast qui décortique les stratégies gagnantes de la publicité en ligne. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir non pas un invité, mais deux. En l'occurrence, il s'agit de Jean-Sébastien Coblence et Valentin Di Stefano. Ce sont tous les deux des experts de l'affiliation. Ils travaillent chez Efinity, l'une des agences historiques françaises qui est spécialisée dans ce canal d'acquisition, mais pas que. Et le podcast, comme tu le sais, s'articule autour de la publicité en ligne. Quand on parle de publicité en ligne, on pense surtout aux régies classiques que sont Google, Facebook, encore Instagram maintenant, Pinterest, etc. Mais l'affiliation est un autre canal d'acquisition que tu peux activer si jamais tu fais du e-commerce, mais aussi de la génération de leads ou même de la prestation de services B2B. C'est un canal d'acquisition très ancien qui a démarré avec Amazon et qui maintenant se développe beaucoup et qui est pourtant encore assez peu utilisé chez les petits acteurs. Voilà, donc si jamais tu possèdes un site internet, que tu veux générer des ventes, des leads, du trafic, écoute cet épisode, tu vas voir, puisque ça devrait t'ouvrir les yeux et t'ouvrir les chakras sur l'affiliation. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Jean-Sébastien et Valentin. Hello, bienvenue à vous deux, Valentin et Jean-Sébastien. C'est le premier podcast que j'enregistre avec deux invités. Donc on démarre généralement avec les présentations. Donc là, je vais vous demander chacun, l'un après l'autre, de vous présenter rapidement. On va commencer par toi, Valentin. Bonjour à Dis-nous tous. qui tu es, ce que tu fais, et puis et on passera ensuite à la parole à Jean-Sébastien. Valentin Di Stefano, je travaille chez Efinity depuis près de 2 ans maintenant. J'ai eu un parcours dans le digital auparavant en alternance et j'ai directement commencé chez Efinity via l'affiliation, donc c'est mon cœur de métier aujourd'hui. Et merci pour ton invitation, Benjamin. Bon, super. C'était rapide. Comment on les aime. À toi, Jean-Sébastien. Ok, bonjour à tous alors. Donc, Jean-Sébastien Coblence, je suis Performance Manager au sein d'Efinity, agence d'acquisition digitale. Ça fait plus de 12 ans que je suis dans la société, donc 12 ans que je suis dans le monde du digital. J'ai eu une autre carrière avant, on va dire dans le marketing un peu plus classique. Voilà, je suis sorti d'une école de communication. Enchanté d'être là. Merci à vous deux. Donc on va parler d'affiliation aujourd'hui. Un domaine, c'est vrai, qui, je pense que c'est l'un des leviers d'acquisition historique sur le web. Enfin, c'est très ancien et pourtant j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. etc. C'est vrai que ce qui est à la mode souvent, c'est l'acquisition via la publicité en ligne telle qu'on le connaît avec Google, avec Facebook, etc. C'est peut-être plus à la mode, c'est peut-être un peu plus hype. Mais je vais vous laisser présenter l'affiliation, concrètement ce que c'est, comment ça fonctionne, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont souvent entendu le nom, j'imagine, mais ne savent pas forcément exactement ce que c'est. Donc je pense qu'on va démarrer par éclaircir ce qu'est l'affiliation. Jean-Sébastien, je pense que tu es le mieux placé vu ton expérience chez Efinity. Oui, effectivement, ça fait un petit moment que je traîne ici. Voilà, typiquement, quand je suis arrivé dans le monde du digital, l'affiliation, je ne connaissais absolument pas ce que c'était. C'est un univers que j'ai découvert en intégrant Effiliation à l'époque, qui s'appelait donc Efinity, qui s'appelait Effiliation. Tout vient du principe, donc Efinity a plus de 20 ans. Donc voilà, on est à peu près au niveau de la création de l'affiliation. L'affiliation, c'est Amazon qui a commencé à en faire et qui a dit, plutôt que d'aller dépenser un peu partout pour se faire connaître, c'était de se dire, voilà, je vais aller proposer à tous ces petits sites un peu partout, tiens, parle de moi, fais venir des gens chez moi, et si ces gens font une vente, je te redonne un petit peu de chiffre d'affaires qui a été généré. Je te donne une commission. Tout est parti de là, en gros. On est vraiment dans un univers, si on n'est pas dedans, il n'y a pas de raison de le connaître au final. Parce qu'en tant qu'internaute, l'intérêt n'est pas forcément là, c'est je clique sur des bannières, des supports, des liens, des promos qui me redirigent vers le site du marchand, je fais des achats, et après ce qui se passe derrière,
Moi, en tant qu'internaute, j'en ai absolument aucune idée. Donc voilà, c'est vraiment le principe de base. Et après, il y a tout un écosystème qui s'est développé autour de ça, autour des différentes typologies de partenaires à qui on peut s'adresser. Et aujourd'hui, pour compléter, je pense que beaucoup de marchands passent via des plateformes d'affiliation afin de se simplifier le travail. Parce qu'en finalement, nous, notre rôle, c'est de mettre en relation des marchands, des annonceurs, avec des partenaires en affiliation, afin de partager les informations sur les promotions commerciales qu'il y a en cours, et justement mettre en place toute la mécanique, notamment via des liens traqués, car notre métier principal également, c'est le tracking, afin de pouvoir savoir d'où vient l'internaute, quelles sont les actions qu'il a pu faire, et du coup savoir si c'est lui qui est à l'origine de la vente ou non, afin à la fin de pouvoir le commissionner. Voilà. D'accord, donc là c'est vrai qu'on va se mettre du côté du e-marchand, de la personne qui souhaite générer du trafic sur son site, et pas du côté éditeur, celui qui souhaite gagner de l'argent avec son site, puisque c'est ça aussi, les deux côtés de la pièce. C'est que d'un côté tu as Enfin, moi en tout cas ce que j'en comprends, c'est que tu as l'éditeur, celui qui va amener du trafic vers les marchands, et lui son but c'est de générer un maximum d'argent forcément, et de l'autre tu as le e-commerçant qui souhaite générer un maximum de chiffre d'affaires tout en dépensant le moins de commissions j'imagine, Voilà, tout le chez les principe éditeurs. oui, tout le principe de l'affiliation, c'est de rémunérer à partir du moment où il y a du chiffre d'affaires qui a été fait. Donc évidemment, si un éditeur va amener du trafic sur un site e-marchand sans vente, bah, ça va rien lui coûter. C'est vraiment tout le bénéfice que peut en tirer les marchands, c'est de se créer un réseau de partenaires qui ne va rémunérer que si ça fonctionne. D'accord. Et donc, partons du principe que on est e-commerçant, on souhaite se lancer dans l'affiliation. Par quoi on démarre? Et surtout, pourquoi passer par une plateforme telle que la vôtre plutôt que de passer en direct avec des éditeurs, voilà. Enfin, voilà. Par quoi on Bien sûr. commence et pourquoi passer par une plateforme? Bah, la plateforme, c'est l'agrégateur de partenariats. Bon, il y a deux choses. Il y a évidemment, comme disait Valentin tout à l'heure, il y a le côté tracking, qui est de pouvoir identifier d'où vient la personne, elle a cliqué sur quel support, et de remonter le chiffre d'affaires. Alors maintenant, c'est vrai que ça se fait de plus en plus, mais ces solutions de tracking, il n'y en a pas non plus des tonnes. Donc il faut maîtriser ce point-là qui est le plus important. Ça, on va en parler juste après. Ouais, Ça faisait exactement. partie des questions que j'avais. Ouais, et ensuite, ça permet de simplifier la relation, parce que nous, en termes d'éditeurs, on a un réseau d'à peu près 45 000 partenaires. Donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on va gérer tous ces partenaires-là. Et en tant que marque, souvent un service e-commerce, alors on va dire en fonction de la taille du marchand, mais un marchand moyen gros, on va dire, il va peut-être avoir 4-5 personnes ou encore 2-3 dans son service e-commerce. Ils n'auront pas la capacité déjà de traiter tous les éditeurs. Donc la plateforme est vraiment là pour simplifier le travail, parce qu'il y a aussi la partie gestion, animation, facturation. Donc moi, en tant qu'e-marchand, ce qui va me simplifier la vie, c'est que j'ai ma plateforme qui va tout gérer ça, le tracking, la relation éditeur qui va être fait par des spécialistes au final, qui sont en contact en permanent avec eux, et la partie facturation. C'est-à-dire que moi, je reçois une facture en tant que marchand du totalité du mois, mais derrière, ma plateforme va émettre des milliers de factures pour chaque éditeur, ce qui peut être vraiment très complexe à gérer pour un marchand. Ouais, donc en gros, là, la plateforme, elle va jouer office d'un hub qui va agréger tous les sites éditeurs sur lesquels le e-marchand peut se positionner. Ça peut être des bannières, ça peut être des articles, etc., etc. Et donc, vous faites qu'une seule facture à l'e-commerçant qui représente l'ensemble des commissions qui ont été générées sur le mois, c'est ça? Exactement. Et après, pour la partie comment on démarre un programme d'affiliation, parce que la question, il y avait également cet aspect. Généralement, on demande quels sont les besoins des e-marchands. Est-ce qu'ils ont déjà lancé de la plateforme d'affiliation, enfin, est-ce qu'ils ont déjà lancé l'affiliation auparavant? Si oui, à ce moment-là, on essaye de voir ce qui a déjà été fait, comment l'améliorer. Sinon, on repart d'un programme généralement qui est classique. On met en place un programme standard avec une rémunération standard. On définit un barème de commission entre les éditeurs et le marchand. Et on intègre généralement des convertisseurs. On a différentes typologies de partenaires en affiliation. On parle généralement de cashback, de bons de réduction, d'emailing, on parle de comparateurs, de guide d'achat. Il y a énormément de partenaires qu'on va pouvoir activer. Et donc, selon les besoins et la typologie du marchand, selon le produit ou le service qu'il va vendre, on va activer telle ou telle typologie d'éditeur. Donc, on fait un travail en amont lorsqu'on récupère un annonceur en tant que partenaire.
on fait un travail d'analyse et de lui proposer les meilleurs partenaires selon ses besoins. Voilà, donc chaque annonceur est différent, donc chaque stratégie et levier activé est différent. D'accord, donc toi, c'est ce que tu appelles des convertisseurs, c'est ça? C'est le type d'éditeur que tu vas avoir, si c'est un cashback, si c'est un code promo, tout ça. Enfin, c'est ce Alors, que vous appelez, vous, des convertisseurs, c'est ça? on a différentes segmentations, on va dire, dans le parcours d'achat. Enfin, début de parcours, milieu de parcours et fin de parcours. Les convertisseurs, généralement, en fin de parcours, parce Ah oui, qu'ils sont d'accord. les buteurs, c'est eux qui vont permettre d'aller chercher la vente au dernier moment. On parle souvent du coup des cashbackers, parce que un internaute, quand il va vouloir acheter sur un site e-commerçant, le cashback, c'est reverser une partie de l'achat qu'il a fait sur son porte-monnaie directement. Par exemple, s'il fait une vente un achat à 100 euros, on va lui rembourser par exemple 5%, donc 5 euros dans son porte-monnaie. Donc il y a vraiment la démarche de achète maintenant avec ce levier et derrière tu vas pouvoir récupérer quelque chose. Donc il y a des convertisseurs. De même avec les bons d'induction. Le bon d'induction intervient généralement en fin de parcours lorsqu'on a besoin de convertir et d'avoir une réduction. Euh, Ça, c'est les convertisseurs, mais sinon, il y a des typologies qui apparaissent bien en amont dans le parcours de conversion, les prescripteurs ou alors euh, les comparateurs, prescripteurs, par exemple, des sites médias qui vont dire pensez à acheter, par exemple, est-ce que vous avez vu le dernier micro-ondes à la mode parce qu'il a telle technologie? Ou alors, sinon, les guides d'achat qui vont permettre de comparer différents produits et de savoir quel est le mieux par rapport à nos besoins. Donc, selon le parcours d'achat, il y a différentes typologies que l'on peut activer et donc différentes stratégies et rémunérations qu'on peut appliquer à ses partenaires. Oui, c'est vrai qu'hier, tu vois, je faisais des achats de Noël, j'avais un produit dans mon panier sur un site, et c'est vrai que le premier réflexe, des fois, bah, c'est d'aller, Mm. tu vas sur Google et tu tapes code promo plus le nom du site sur lequel tu es, et c'est vrai que généralement, tu as plein de sites qui agrègent comme ça tous les codes promo, et eux, oui, on le sait, eux, leur but, c'est justement, c'est qu'un maximum d'envoyer du trafic derrière en agrégeant derrière tous les codes promo qu'ils peuvent trouver pour derrière générer une commission. Ok. Donc la personne s'inscrit chez toi. Toi, tu fais l'étude de tous les éditeurs, enfin de tous les leviers que tu vas pouvoir actionner. C'est quoi la différence du coup entre un programme d'affiliation qui fonctionne et un programme d'affiliation qui ne fonctionne pas? Parce que j'imagine que vous devez avoir vu passer beaucoup de clients. Il y en a peut-être certains pour lesquels ça fonctionne pas et d'autres pour lesquels ça marche très bien. C'est quoi qui fait la différence généralement? Oui, effectivement. Bah, ça va être déjà la compréhension du modèle, dans un premier temps, parce que l'affiliation est un modèle last click. C'est-à-dire qu'on va rémunérer le dernier éditeur qui est présent dans la chaîne de conversion. Donc déjà, il faut accepter, il faut bien comprendre que des sites convertisseurs qui ont souvent mauvaise presse auprès des annonceurs, les sites de bonne réduction, les sites de cashback, on a des annonceurs qui viennent me dire désolé, moi je ne veux pas travailler avec eux parce que ça dégrade ma marge, déjà, effectivement, et ça dégrade mon image. Je ne veux pas apparaître sur des sites de code promo, etc. Donc il faut bien comprendre que alors, l'affiliation est un marché qui a beaucoup évolué, donc l'image a beaucoup évolué, mais déjà, si on part de ce principe, c'est vrai que mon programme d'affiliation va être différent. Si on veut vraiment faire ça, et il ne faut peut-être pas en attendre les mêmes choses qu'un programme d'affiliation classique. C'est-à-dire que quand vous avez un programme qui a plus d'un an d'existence, qui tourne bien, où on active à peu près tous les leviers possibles, ça peut représenter 15-20% de votre chiffre d'affaires total. Après, bah, forcément, plus vous limitez ces leviers, moins il va y avoir de présence dans votre mix au final de votre CA. Donc il faut bien comprendre ça, il faut aussi l'animer de ce côté-là. Et après, évidemment, il y a des produits qui vont être plus ou moins faciles à gérer. Plus votre produit est cher, plus la logique de conversion va être importante, donc plus ça va être compliqué d'aller faire de la vente, ou alors pas de la même manière. Il ne faudra peut-être pas prendre les mêmes données, par exemple le cookie à 30 jours, est pas forcément valable quand on parle de clients qui sont dans le tourisme. Parce que forcément, on va pas mettre, à partir du moment où j'ai cliqué sur ma bannière, je vais peut-être pas acheter mon voyage dans les 30 jours. Enfin, il y a plein de, il y a plein de petits tips comme ça quand on va vendre des produits de luxe, par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'effectivement, le luxe va nous demander, dire voilà, moi, les codes promo, etc., j'en veux pas, ce qu'on peut comprendre. Acheter un produit de luxe en ligne, c'est pas encore des logiques qui sont bien établies, en tout cas, sur le marché. D'accord. Et donc, quelles sont les typologies de marchands qui fonctionnent bien, concrètement?
J'en ai envie de dire tous les marchands, évidemment. Après, c'est juste une logique, parce que c'est là où on va se différencier, évidemment, de le côté vraiment affiliation pure. C'est que même si on est dans le luxe ou dans des produits qui valent cher, on peut faire des choses. Tout est une question de où est-ce qu'on met le curseur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, comme disait Valentin, des partenaires qui font des articles médias, donc qui vont mettre en avant un produit, une marque, mais qui vont pas se rémunérer forcément sur la performance, mais on va traquer quand même les visites et les ventes qui peuvent découdre. C'est juste une question de rémunération. Après, évidemment, le programme qui marche le mieux, enfin les programmes qui marchent le mieux, vous avez des sites marchands qui vendent tous les produits qui ont des prix intéressants. Enfin, c'est un peu bête et méchant, mais on est vraiment dans cette logique-là. À partir du moment où aussi vous avez des sites qui ont une logique promotionnelle assez importante, ça rentre typiquement dans les clients qui peuvent très bien marcher. Après, c'est vraiment se dire quelle est ma stratégie et où est-ce que je vais situer mon ROI, par exemple, mon coût d'acquisition client, qu'est-ce que je recherche au final par rapport à l'affiliation. Mais c'est juste une question de se dire, comme disait Valentin, où est-ce que je mets le curseur, et après nous, on est là pour dire, en fonction de ce curseur-là, voilà ce qu'on va pouvoir proposer comme stratégie sur la partie affiliation. Mais on va dire que voilà, enfin, les gros sites marchands, les Cdiscount, les Rakuten, les Carrefour, enfin tous ces sites qui vendent le plus de produits au plus de gens possible, c'est ce qui est le plus facile, enfin, c'est ce qui marche le mieux en tous les cas sur la Les partie retailers, ouais. Ouais, des retailers évidemment. Et donc, par exemple, si moi je suis un e-commerçant et que je veux pas travailler avec des sites qui font du code promo, qui font du cashback, est-ce que je peux décider, bah non, je vais travailler qu'avec des sites, par exemple, de comparateurs, les 5 meilleurs micro-ondes, ou des sites de niche vraiment qui parlent d'une thématique précise. Est-ce que je peux décider de ne travailler qu'avec ces gens-là? Tout à fait. Enfin, tout est possible. L'idée, c'est que si on veut travailler sur le début du parcours de conversion, enfin la prescription et la prise d'information, on peut, mais il faudra adapter la rémunération pour les partenaires. Parce que à la fin, l'idée, c'est que les partenaires qui mettent en avant une marque puissent gagner de l'argent et en vivre. S'il n'y a pas la logique de conversion, du coup, le modèle normalement qui est le coût par acquisition, qu'on appelle CPA, n'est pas applicable. Donc à ce moment-là, il faut prendre en compte, par exemple, les ventes indirectes. Pour combien de ventes mon partenaire a participé, et à ce moment-là, on va le rémunérer en pourcentage plus faible d'une commission à la clic. S'il est en milieu de parcours, on va le rémunérer un peu plus faiblement, mais au moins il sera rentable. Nous, on a la logique de on vérifie la rentabilité de nos partenaires, parce que l'idée, c'est qu'on puisse les pérenniser, les fidéliser, et qu'ils soient ambassadeurs de Affinity et de nos marques. Donc la rentabilité, c'est un élément très important. Et si on ne peut pas activer des levées de fin de parcours, on va regarder milieu de parcours au début, et à ce moment-là, vérifier la rémunération qu'il a gagnée, son ICPC, euh, son, quelles sont les commissions qu'il va gagner par clic, et pouvoir activer. À ce moment-là, on va pouvoir activer des influenceurs ou alors des sites médias ou alors des guides d'achat, comme je l'ai indiqué, 5 milliards micro-ondes, etc., qui vont donner des caractéristiques. Il va y avoir du trafic qui va être généré vers le site marchand, mais pas forcément de conversion. Mais ces partenaires, il va falloir les rémunérer. Soit du coup au frais fixe, c'est possible. Sur des articles, généralement, c'est ce qui est fait. Sur les grands sites tels que Le Figaro, 20 minutes, ou et bien d'autres aujourd'hui, ils ont développé une partie de guide d'achat. Et à ce moment-là, on va pouvoir les rémunérer au frais fixe. Ou sinon, si c'est vraiment des guides d'achat tels que prenons l'exemple de l'aide numérique qui référence plein de catalogues produits et on va pouvoir faire des comparatifs entre cet ordinateur de telle marque avec cet ordinateur d'une autre marque. S'il y a un clic mais qu'il n'y a pas de conversion à la fin, on va pouvoir quand même le rémunérer par exemple au clic ou alors au pourcentage inférieur de commission s'il n'est pas un last click. Voilà. Donc tout est faisable. En sachant que nous, on est là, enfin alors là, je vais parler pour le coup vraiment visibilité et choix des partenaires. Nous, on est là pour animer un réseau. Et l'annonceur, via sa plateforme, a accès vraiment à tout ce qui se passe sur son réseau. Parce qu'au final, l'image qui est diffusée, c'est pas la nôtre, hein, c'est celle de notre client. Donc effectivement, celle du marchand. Il a accès à tous les sites qui relaient son programme, de quelle manière il le relaie, et il peut décider de travailler ou pas avec tel type de partenaire ou pas. Nous, on est juste là pour le dire ce que ça implique de ne pas travailler ou de travailler avec certains éditeurs, mais on n'est pas là pour lui dire, on n'est pas là pour déjà imposer des éditeurs ou lui dire qu'il n'a pas le droit de travailler avec tel ou tel éditeur. On est vraiment là, nous, pour faire le lien entre ces gens-là, et c'est à nous de démontrer l'intérêt de certains éditeurs, ou quand ils ne souhaitent pas travailler avec certaines typologies, d'aller chercher, de contacter les autres éditeurs avec qui ils veulent travailler, pour trouver la meilleure façon de travailler avec eux.
Mais ils ont vraiment accès à toutes les infos sur la plateforme, qui est l'éditeur, allez, s'il veut, il a même son email, son téléphone. Enfin, on est vraiment, nous, en tout cas, on travaille dans un souci de transparence totale, parce qu'on est là pour. Voilà, c'est pas notre marque hein, qui est mise en avant, c'est celle du marchand. Maintenant, j'aimerais revenir sur le tracking. Donc, tu as dit qu'on était sur du last click avec un cookie à 30 jours. C'est ce que tu fais par défaut ou C'est les ça, c'est quelque normes, chose qui peut évoluer? c'est la norme. C'est la norme. En gros, l'affiliation, on est vraiment sur ce modèle de last click. Enfin, après, on peut mettre plein de choses en place, mais le plus courant, c'est le last click, et le plus courant, c'est des cookies. Enfin, c'est des cookies qui sont à 30 jours, en sachant qu'on sait très bien qu'une vente va être faite dans les 2 jours, dans les 2-3 jours. Mais après, il y a une question aussi de sécurité par rapport aux éditeurs qui sont rassurés d'avoir des périodes un peu plus longues. Après, c'est des discussions qu'on a avec chaque client, chaque marchand, sur ces modifications, comme disait Valentin tout à l'heure, si je rémunère mes acteurs au last click ou au first click, si j'ai des cookies à 30 jours ou 2 jours, si je fais de la post-view avec certains éditeurs qui font du retargeting. Enfin, après, tout est modulable de toute façon. Mais oui, ça c'est la norme. Moi, j'ai une question du coup par rapport Ouais. à ces différents éditeurs que tu as, tes partenaires. Donc, tu en as, on a vu, qui sont plus en début de parcours, les sites de comparatifs, etc. Et puis, tu en as qui sont plus en fin de parcours. Donc, quand sur un annonceur, tu es sur un programme où on a un last click, forcément, la majorité des commissions, elles vont remonter sur le cashback ou sur le comparateur. Donc, comment est-ce que tu fais quand tu as différents types d'annonceurs sur le parcours d'achat et que tu rémunères un last click? Enfin, tous ceux qui sont en début de parcours, forcément, ils vont se sentir lésés, non? Bien sûr. Bon, après, là, je parle plus du côté éditeur, mais après, Oui, non, mais c'est je ça. pense que ton but, c'est aussi d'avoir une grande variété de partenaires et donc de bien les rémunérer tous, peu importe l'endroit où ils sont placés dans le parcours d'achat. Et il y a une proportion qu'on fait généralement chez Affinity, c'est le nombre de trafic issus des prescripteurs par rapport aux convertisseurs et le nombre de conversions issues des prescripteurs quand on traque en last click par rapport aux convertisseurs. Généralement, c'est de l'ordre de 70 à 80% du trafic vient des prescripteurs et seulement 30% pour les convertisseurs. Et c'est inverse, c'est-à-dire que 30% des conversions viennent pour les prescripteurs et 70% viennent pour les convertisseurs. Donc en effet, là, il y a vraiment une grosse balance à faire pour dire les guides d'achat ou les sites qui sont en début de parcours, les sites médias ou les wishlists, enfin toutes ces typologies-là qui sont en début de parcours, comment on s'assure qu'elles soient rentables? À ce moment-là, je l'évoquais tout à l'heure, on parle par exemple des ventes indirectes. Elles ont contribué à une vente, à ce moment-là, on va la rémunérer moins. Imaginons qu'un convertisseur est à, imaginons, 10% du chiffre d'affaires, c'est une fourchette quand même très très haute. Par exemple, en milieu de parcours, si l'éditeur qui est à l'origine d'un premier clic mais qui n'est pas convertisseur, lui on va le rémunérer que 5% du chiffre d'affaires. Voilà, on va trouver une balance pour qu'à la fin il reste rentable et qu'il puisse continuer à relier le programme. Il y a souvent des éditeurs qui me disent actuellement je suis plus rentable, je vous ai beaucoup mis en avant, voici les emplacements sur lesquels je vous ai mis en avant, je suis pas rentable, je préfère activer d'autres marchands et donc je vous coupe les campagnes. Donc généralement c'est aussi nous des alarmes, des points rouges qu'on essaye d'éviter et on prévient les annonceurs pour essayer de trouver des solutions. Généralement les solutions on les apporte en amont avant d'arriver avant d'arriver à ce niveau-là de plainte des éditeurs. Voilà. Oui, puis effectivement, on a cette logique. On est flexible et modulaire, c'est-à-dire qu'on peut adapter n'importe quelle rémunération à n'importe quel éditeur. Donc typiquement, les éditeurs qui sont en début de parcours, les sites médias, les influenceurs, les portails thématiques, etc. Après analyse, comme dit Valentin, si jamais on a un programme standard ou un programme convertisseur qui va rémunérer 5% du chiffre d'affaires, on sait que ces gens-là vont générer moins de ventes, mais vont générer du trafic, on va les rémunérer 10-15%. Parce qu'on sait qu'ils feront moins de ventes, mais on va rémunérer. Enfin, tout est une question d'analyse, et on peut vraiment, parce que nous, sur la plateforme en tout cas, on peut avoir un programme, 2 programmes, on peut avoir 300 programmes si on a envie, avec 300 rémunérations différentes. Justement parce que l'affiliation, au final, le but c'est quoi? C'est d'avoir cette relation one-to-one avec un éditeur, qui permet 2 choses: d'avoir une meilleure relation avec eux et de s'assurer en gros une mise en avant, de fait que l'annonceur soit bien pris en compte chez l'éditeur et que l'éditeur gagne sa vie aussi de son côté. Donc on peut vraiment moduler un peu tout ça et adapter toutes les rémunérations au CPA, donc sur les ventes, ou au CPC.
Typiquement, on a des sites qui sont très très thématiques, donc qui drivent un trafic plus faible, parce qu'ils sont plus confidentiels. Ces gens-là, on va pas les rémunérer sur les ventes, on va quand même remonter les ventes qu'ils font, mais on va les rémunérer au clic, parce qu'on considère que ce qui est plus important, c'est ce trafic qui est généré. Tout est une question de stratégie, et une fois de plus, comment est-ce que je travaille bien avec cet éditeur-là? Et là, c'est à nous de faire les recommandations avec les éditeurs, en fonction de chaque annonceur, de chaque client, pour que chacun s'y retrouve au final. Et on est de plus en plus en lien aussi avec quand on parle de tracking, avec tout ce qui est analytics client, pour que tout se retrouve. C'est-à-dire qu'on va chercher l'info aussi du côté client pour qu'ils puissent nous dire, voilà, ces éditeurs apparaissent, ou cet éditeur, je prends un exemple, il apparaît vraiment dans les premiers parcours, il est toujours là, par contre je le retrouve moins chez vous parce qu'il convertit moins, et ben là on va mettre d'autres choses en place. Donc ouais, ok, bon, on a bien compris, c'était du win-win. Moi, j'avais une autre question, et là, c'est plus, encore une fois, sur de l'analytics. Donc, tu as dit que tu pouvais te plugger sur les outils analytics de tes marchands, c'est ça? Et comment est-ce que tu fais quand, parce qu'on le sait, hein, il y a des parcours qui sont assez vastes, où la personne, bon, elle va peut-être passer par un site de contenu sur le Figaro, par exemple. Après, elle va passer par une annonce Facebook, puis elle va taper une recherche sur Google, puis elle va passer par un cashback. Et donc, j'imagine que du côté du marchand, si jamais il fait de la publicité, en plus de faire de l'affiliation, lui, de son côté, il va avoir plusieurs conversions dans chaque plateforme. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des marchands qui viennent vers toi et qui te disent, ah bah non, toi, cette vente, tu me l'as comptabilisée, mais moi, j'ai mon Facebook qui me l'a comptabilisé aussi. Comment est-ce que ça se passe quand on est dans ce genre de situation? Alors oui, on a accès, enfin, ça nous arrive d'avoir accès, par exemple, à l'outil analytique du marchand. Généralement, c'est Google Analytics pour citer le plus gros du marché. Lorsqu'on lance un compte chez Affinity, on demande généralement aux annonceurs, pourriez-vous nous donner accès à votre Google Analytics, même avec une vision, par exemple, filtrée que sur l'activité générée par Affinity, afin qu'on puisse voir les différences en termes de tracking, de vente et de chiffre d'affaires, et même de trafic session, entre ce que nous, on pense pouvoir traquer côté Affinity et ce que Google Analytics attribue aux partenaires. On vérifie les écarts. Certains marchands ont des écarts qui sont de l'ordre de 10%, c'est-à-dire que les outils matchent plutôt bien et il y a à peine un petit 10% d'écart entre le chiffre d'affaires ou les ventes. Donc là, il n'y a rien de très alarmant. S'il y a des proportions qui sont beaucoup plus importantes, des fois du 50-80%, ça peut arriver sur certaines campagnes. Et évidemment, on est là pour alerter en disant attention, on génère du trafic, on génère des conversions. On pense pouvoir dire qu'elles viennent de l'affiliation et qu'on est en fin de parcours. Mais finalement, votre outil d'attribution n'est pas d'accord, enfin, a une attribution, une vision différente. Et donc, du coup, nos analyses, elles sont complètement faussées. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve un espèce de juste milieu. On regarde le KPI principal du marchand, c'est-à-dire le ROI ou le coût d'acquisition. Généralement, c'est ces KPI-là qu'on suit. On va suivre les coûts générés via Affinity avec l'attribution des ventes ou du chiffre d'affaires côté marchand, et on va vérifier du coup une double lecture. Le coût, le ROI ou coût d'acquisition côté Affinity versus le coût ou ROI côté Google Analytics. Si finalement, vision marchand, on reste quand même dans la target et l'objectif qui était fixé, on dit que finalement tout va bien. S'il y a un problème, à ce moment-là, on va demander à ce qu'il y ait une évolution de la part de l'attribution de Google Analytics, par exemple, pour qu'ils prennent en compte davantage le mix affiliation plutôt qu'un mix de retargeting tel qu'un Criteo qui bombarde la terre entière. Voilà, il y a un niveau à trouver afin qu'on puisse quand même atteindre les objectifs du marchand, ou si on ne les atteint pas, expliquer pourquoi. Et s'il y a vraiment des écarts trop importants, on va essayer de voir si est-ce que l'outil d'attribution a la bonne vision par rapport à l'ensemble des leviers qui sont attribués sur le parcours Internet. Voilà. D'accord, donc ça se peut que tu te bases plus sur l'outil Analytics pour toi calculer tes commissions que sur tes outils internes, ou c'est juste toi histoire de... C'est plus pour vérifier, oui. C'est plus pour Ouais. vérifier si on remonte à peu près les mêmes choses et si au final, sur l'outil Analytics, ce sont les mêmes critères qui sont pris que sur la plateforme. Après, de toute façon, nous on est là, enfin, toujours pareil, hein, transparence sur les chiffres. Évidemment, quand on prend une plateforme, logiquement, on prend les chiffres de la plateforme, on va se baser là-dessus, mais après, l'idée, c'est que tout le monde soit à l'aise avec les chiffres qui sont donnés et qui sont utilisés pour calculer ses commissions. Pareil avec les outils d'attribution.
qui sont de plus en plus utilisés par les clients. On s'interface quasiment avec tous. Et après, c'est juste, l'idée, c'est chacun, il y a tellement d'outils analytics maintenant. Il faut juste qu'on ait la même grille de lecture. Et une fois qu'on arrive à tous se mettre d'accord là-dessus, après, il n'y a plus aucun souci. Tu parlais des programmes que quand tu lançais un e-commerçant, généralement tu le passais sur un programme standard. C'est quoi le programme standard pour un e-commerçant qui veut faire de l'affiliation? J'en sais deux. Non, quand on parle de programme standard, c'est vraiment au tout début, c'est-à-dire que les marchands, les commerçants viennent nous voir, on va dire voilà, en fonction de l'univers, en fonction du prix de tes produits, on te recommande de rémunérer tes partenaires 8%. On va dire voilà, un client qui est un retailer dans la mode, on va être à peu près dans ces eaux-là. Et ensuite, va s'agréger autour de ça différents programmes qui vont être dédiés à, comme je disais tout à l'heure, à une typologie d'éditeurs. Donc, par exemple, les sites de code promo, qui, on va dire naturellement, ont souvent une rémunération moins importante, de par leur logique promotionnelle, qui vont aller un peu dégrader la marge. Donc, on va lui créer un programme à 5%. Et après, en fonction des différentes typologies de cashback, des guides d'achat, du portail, du thématique, on va pouvoir adapter les rémunérations. Il faut juste qu'au départ, on part vraiment de... Il faut qu'on ait un programme au tout départ, évidemment, mais c'est de se dire, voilà, en gros, le programme, c'est quelle rémunération je donne aux éditeurs. Et après, on fait vivre tout ça. Parce que l'affiliation, on est vraiment sur un modèle qui bouge tout le temps. Même la relation avec les éditeurs est permanente. C'est-à-dire que notre plus ancien client chez Affinity, avec Price Minister devenu Rakuten, ça fait 20 ans qu'il est chez nous. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des nouveaux affiliés, ou alors des affiliés qui sont toujours là, mais ils ont besoin d'être animés toutes les semaines. C'est-à-dire qu'on va leur envoyer des nouveaux supports, de l'article, des bannières, enfin, peu importe, tout ce qu'on peut imaginer. Et en fonction de ça, on va faire évoluer le programme. On a des clients qui, pendant une année, autant te dire que l'année et demie qui s'est passée a été un petit peu spéciale à gérer, mais on a des clients qui, par besoin de rentabilité, ont besoin de couper des leviers entiers parce que leurs magasins physiques perdaient tellement d'argent qu'ils ont besoin d'économiser, et après il va falloir aller les réanimer, les remettre une fois que tout ça se remet en place. Donc voilà, c'est vraiment de l'animation permanente qui fait que il se passe toujours des choses et on peut toujours tout bouger, quoi. Voilà. Il n'y a pas de standardisation possible. Quand on évoque un programme standard, c'est juste pour dire c'est une clé d'entrée au tout début lors d'un lancement de programme, lors d'un lancement de partenariat entre un annonceur et des éditeurs. On vient plugger des éditeurs sur un programme avec une rémunération spécifique, et au fur et à mesure, on va ajuster selon la position et la valeur ajoutée de l'éditeur, sa rémunération, et donc on va créer de nouveaux programmes incrémentés et animer les éditeurs. C'est une partie qu'on n'a pas très bien évoquée, mais si un marchand veut faire une promotion sur une semaine, on va dire à l'éditeur, est-ce que tu peux pousser ce marchand pendant une semaine? Qu'est-ce que tu me proposes en échange? On revoit par exemple sa rémunération s'il nous met davantage en visibilité. Enfin, il y a plein de mécaniques qui sont possibles à mettre en place. Et donc, il n'y a pas de standardisation possible, c'est juste une clé d'entrée pour évoluer par la suite. Ouais, je pense que, si je vais dans ton sens, c'est plus par rapport à un marchand. En gros, c'est s'il veut se lancer dans l'affiliation, évidemment, il faut qu'il ait pensé à ce qu'il peut reverser sur son chiffre d'affaires. Il y a le tracking à mettre en place sur son site. Après, c'est assez simple, hein. L'affiliation, on a besoin d'un logo, d'un jeu de bannières et d'un flux produit et des promotions, enfin de l'offre promotionnelle. Une fois qu'on a ça, n'importe quel site marchand peut se lancer. Il y a juste une question d'adaptation. Là, pour le coup, je fais un peu de pub, mais on a différentes solutions par rapport à la taille du marchand. C'est surtout ça aussi qui va dire comment est-ce que je peux me placer. Les petits commerçants peuvent faire de l'affiliation. C'est pas un souci. C'est juste qu'est-ce qu'on leur met en face. Donc nous, typiquement, on a une plateforme qui est dédiée à ces marchands-là, où tout est automatisé. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord avec les plus gros affiliés. Quand le client va créer son compte en ligne, sur Seldorado, tout se fait en ligne, il n'y a presque pas d'intervention humaine derrière, il peut lancer son programme tout seul. Après, quand vous avez des marchands qui vont générer entre, je sais pas, 200 000 euros par an et 1 million, on va les considérer comme les petits moyens clients. Là, effectivement, on passe sur un modèle avec des gestionnaires de compte, mais où tout est un peu géré. On essaie d'automatiser avec les gros, enfin, avec
de manière, c'est-à-dire que le marchand arrive, il va être branché chez tous les codes de promo, tous les cashbacks, tous les guides d'achat, parce que c'est vraiment ce qu'on leur recommande, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir de la visibilité. On peut pas se permettre de dire tiens je travaille pas avec lui, enfin ils peuvent mais c'est vraiment pas ce qu'on recommande. Se couper des bons de réduction quand on est un petit moyen marchand, c'est très compliqué. Et après il y a la relation qui est effectivement plus premium, où là en fonction effectivement de tous les KPI qu'on peut avoir, on va pouvoir adapter les éditeurs qu'on va proposer à l'éditeur, enfin au marchand pardon. Voilà, c'est assez simple, tout le monde peut y avoir accès, c'est juste une manière de gérer qui va pas forcément être la même dans sa gestion avec les éditeurs. On parle beaucoup de e-commerçants, mais est-ce que dans vos clients, alors j'ai vu que vous faisiez aussi de la lead gen, de Ouais. la génération de lead, est-ce que vous avez aussi, pourquoi pas, des entreprises qui font de la prestation de services Tout à fait. Oui, ça après, en gros, enfin, tout ce qui est acquisition digitale, à partir du moment où vous avez une action qui est générée, peut être gérée par une plateforme d'affiliation, parce que là, on revient au cœur du métier qui est le tracking. Donc, une société de prestation de services B2C ou B2B qui a besoin de s'adresser à des professionnels, à partir du moment où vous avez une landing page avec un formulaire de contact qui va être envoyé, nous, on va juste vous dire, on va renvoyer à notre client, voilà, tous les jours, il va recevoir ses leads, et on va dire, voilà, tel jour, tel affilié, tel éditeur a généré 200 leads, 100 leads, 50 leads, et on va éditer un prix au lead. Et là, c'est exactement de la même manière. On va étudier, en général, le prix du lead va dépendre de la longueur du formulaire et de l'univers dans lequel il se trouve. Mais on va dire, voilà, pour un formulaire, par exemple, en B2B, vous demandez nom, prénom, société, email, adresse postale, etc. etc. Dans l'univers, je sais pas, des voitures ou peu importe, on va dire, voilà, ça va vous coûter 12, 20 euros, 30 euros. Les formulaires bancaires où il y a 4 étapes, 5 étapes, on va demander peut-être 80, 100. En B2C, exactement la même chose. Vous avez besoin de vous générer, même mon e-commerçant qui a besoin de se générer une base client, qui a besoin de générer des contacts, il peut organiser des jeux concours, on va rémunérer de l'inscription à la newsletter. Voilà, de toute façon, tout est traquable. Donc après, sur la génération de leads, c'est pareil. Alors, juste pour, par exemple, sur le B2B, on va dire que 90% de nos clients font de la génération de leads et 10% font du CPA, enfin de la rémunération sur les ventes, inversement proportionnel sur la partie B2C. Ouais, sur la Mais partie B2C, ouais, voilà. Mais après, on a évidemment des voyagistes aussi, du tourisme qui font beaucoup de leads pour proposer des brochures, proposer de la documentation, pour ensuite qu'ils puissent travailler ça en fidélisation derrière, en CRM, de leur côté. Mais génération de trafic, c'est la même chose. Hein. On est un client qui a besoin de générer énormément de trafic sur une certaine période par rapport à une offre, et il va juste venir, et nous, on va avoir pour le coup, de l'achat média qui va être soit rémunéré à l'affichage, donc au CPM, donc au coût par mille affichage, ou soit au CPC. Nous, on intervient, c'est vrai que dans ce côté-là, c'est vraiment le côté tracking qui permet aussi de remettre tout ça en place, parce que si on traque le CPC, on peut traquer les ventes. Donc derrière, le client peut en ressortir un ROI qu'il n'aura pas forcément de ce côté-là. Et sur le lead, on travaille avec des centres d'appel aussi, de la qualification de formulaire, qui permet d'avoir plus ou moins d'informations. Et on peut dire on peut attribuer plusieurs rémunérations par rapport à une qualification donnée sur un lead. Tout est possible. Ouais, d'accord, donc c'est hyper complet. Ouais. Vous n'avez pas eu de soucis avec les dernières mises à jour des plateformes, des navigateurs par rapport à la disparition des cookies, en parlant de tracking? Si. Ça a été un gros chantier qu'on a mis en place en 2021 et qu'on avait déjà abordé bien en amont, qu'on avait amorcé en amont. Notre directeur général, Christophe Bosquet, et Finity d'ailleurs en général, fait partie du comité des plateformes d'acquisition, le CPA. Et c'est un sujet qu'on a pris à bras le cœur parce que ça touche notre cœur de métier et les cookies sont des outils de tracking. Et sans outil de tracking, on ne peut pas attribuer des ventes. Donc, on perdrait du business. Donc, on a pris le sujet à bras le corps et on a accompagné au mieux nos éditeurs et annonceurs pour trouver des solutions, notamment au sujet des navigateurs. Le point, c'était que certains navigateurs ne veulent pas traquer les third-party cookies. Donc, nous, on a mis en place des first-party cookies et on a accompagné nos annonceurs pour mettre en place ces first-party cookies. Sur la partie consentement de suivi via les cookies,
qui est arrivé en avril, sujet avec la CNIL. On a accompagné nos annonceurs pour dire recueillir le consentement de telle façon pour être dans les normes, et sinon, à ce moment-là, on peut trouver des solutions adaptées pour continuer à rémunérer des ventes pour les éditeurs sans toute la partie tracking, ou alors sinon, on réajuste les commissions qui sont perdues afin que nos partenaires restent rentables. Donc, on a pris le sujet depuis le début. On est présent dans les instances les plus importantes à ces sujets, et Affinity vraiment faire de lance sur les tracking avec le cookie. Ok, bon, bah, il faut espérer que ce soit pas de pire en pire. Parce que enfin, ça reste un sujet, c'est vrai, enfin, peu importe les plateformes, hein, même les plus gros, même les Google et compagnie, c'est vrai que. Bon, il y a un premier sujet, c'est vrai, c'est de faire passer ces cookies de tierces à first party. Ouais. Mais bon, ça, si vous y êtes arrivé, c'est bien. Après, c'est vrai qu'il y a toutes ces problématiques aussi de consentement et puis tous les outils aussi qui permettent de faire du consentement qui sont tous différents aussi. Ouais. Donc, j'imagine que c'est un gros chantier aussi de se plugger sur tous ces outils-là. Ouais. Mais bon, Mais c'est vrai que c'est aussi l'avantage de passer par une grosse plateforme, c'est que quand on veut gérer son propre programme, bah là, à ce niveau-là, c'est là où ça peut. C'est là où. En plus, tu l'as dit, c'est le plus important, c'est de bien pouvoir traquer et de bien pouvoir attribuer une vente à un canal. Et quand on gère soi-même son propre programme, c'est là où ça peut. C'est pour ça que nous, chez Affinity, on a un pôle R&D qui est dédié à ça en permanence. Qui, bon, d'une part, les outils, effectivement, mais il y a 5 ou 6 personnes qui sont en permanence sur ces sujets-là. Et dès qu'il y a des besoins d'évolution, enfin, de toute façon, ils sont vraiment en amont de tout ce qui se passe. Ils sont déjà en prévision de si on devait se passer de cookies, qu'est-ce qu'on fait. On est déjà là-dessus. Et alors là, pour le coup, c'est de la techno interne, donc tout est développé chez nous. Et après, on a évidemment tous les partenariats possibles avec les solutions d'attribution, les solutions de tracking, les solutions de consentement, les agrégateurs de sites aussi, chez qui on va s'intégrer, pour justement, quand quelqu'un crée son site, il aura accès à des box qui permettent de mettre en place le tracking directement sur son site sans opération de son côté. Donc on est vraiment là pour les aider. De toute façon, on a pas mal de clients, enfin, on a quelques gros clients qui travaillent en marque blanche, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser nos outils et en interne, ils vont faire l'animation. Donc on leur met en place toute la partie technique tracking et c'est eux qui gèrent après leur programme parce qu'ils ont des équipes assez staffées pour le faire. Mais voilà, nous on est vraiment, c'est vraiment des points qui sont hyper importants, comme disait Valentin, pour nous. Enfin, de toute façon, sans ça, si on n'arrive pas à évoluer là-dessus, on s'en sort pas, mais de toute façon, on se bat aussi pour faire reconnaître que, auprès de la CNIL, qu'on est quand même dans une relation commerciale, quoi. On est quand même dans une relation où un marchand va commercialement s'engager avec un éditeur, et il n'y a pas de raison qu'on puisse pas savoir ce qui se passe, parce que si on peut pas savoir ce qui se passe, derrière c'est compliqué, la relation commerciale n'existe plus, donc on peut pas empêcher des gens de travailler avec d'autres sous prétexte de tracking, c'est juste après des solutions à trouver pour que l'internaute aussi s'y retrouve, évidemment. Il faut prendre en compte ça. Mais il y a un vrai travail de pédagogie, parce que enfin, on est qualifié chez Affinity, on a des formations et on est sur les derniers sujets, enfin, on suit vraiment les sujets à bras le corps, et on se travaille pédagogique, parce que certains annonceurs entendent, enfin, voient des posts LinkedIn sur des sujets, mais n'ont pas le temps d'aller creuser les sujets. Et au moment où ça arrive, enfin, nous, on a été là pour apporter de nombreuses recommandations à des personnes qui ont des campagnes d'acquisition, mais qui n'étaient pas du tout à l'aise avec les sujets de tracking de cookies. Et on a dit, bah, dans votre cas de figure, on vous conseille de faire ci, ça. Et enfin, il y a un vrai travail pédagogique, et chez Affinity, on est vraiment qualifié pour. Donc, pour le coup, non, c'est important les cookies. Enfin, on a pris le sujet et on peut accompagner tout le monde. Tu parlais qu'il y avait des opérations parfois sur quelques semaines chez vos clients. Est-ce que vous avez dans vos souvenirs des exemples d'opérations qui ont particulièrement bien fonctionné, un peu originales ou autres là, dont vous pourriez nous parler? Original. Voilà, ces derniers jours, original, pas trop, parce qu'il y a eu le Black Friday. Donc le Black Friday est un moment très important aujourd'hui dans le digital. Ça fait quelques années que ça arrive en France, mais on voit que chaque année,
le trafic est en croissance, les ventes sont en croissance. Donc, sur un moment aujourd'hui comme le Black Friday, enfin, il est important de se positionner. On sait que la population française aujourd'hui est au courant que le Black Friday, c'est un moment important pour faire des promotions et notamment préparer ses achats de Noël. Donc, c'est pas original, mais un moment où il faut se positionner, c'est le Black Friday. Et après, ça dépend des opérations commerciales des annonceurs. Là, de tête, j'ai pas d'exemple qui me viennent sur quelque chose d'original. Non, mais c'est plus aussi par rapport, je pense, à la vision qu'un marchand va avoir de l'affiliation et des partenariats qu'on va pouvoir mettre ensemble. C'est-à-dire que on a cette logique de visibilité, on nous demande du trafic et des ventes énormément. Donc, original, on va plus être là dans une notion de planning le plus important possible. Donc, d'être vu par des bannières, par des mises en avant, par des articles, etc. Le côté original, c'est vrai qu'en général, je dis ça un peu de manière globale, mais le client a peut-être son agence derrière de com qui va lui proposer des dispositifs digitaux, mais que nous, on peut faire effectivement. Mais par exemple, on a des éditeurs médias qui vont proposer, je ne sais pas, des calendriers de l'Avent avec une marque. On a ce genre de choses. On commence à faire aussi un peu de vidéo. Après, c'est vrai que pour l'instant, on est moins vu par nos marchands comme ce type de partenariat, mais c'est des choses qu'on peut vraiment mettre en place. Parce que autant, on va dire que l'affiliation, peut-être il y a 15 ans, ça représentait 95% de notre business. Maintenant, on va peut-être plus autour de 60% parce qu'on a plein d'autres choses à côté. Mais c'est vrai que le côté dispositif original, c'est des choses qu'on peut faire. Après, c'est plus une discussion entre un éditeur qui va vouloir mettre en avant une marque et inversement une marque qui va vouloir être présent sur un site bien précis. Mais quand vous avez des sites de bijoux qui, sur des sites comme Au Féminin, Mademoiselle, etc., vont se dire tiens, si on peut faire quelque chose, ils vont proposer typiquement un calendrier de la vente dédié à la marque sur ces périodes-là. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment là dans un premier temps pour essayer de générer le plus de conversions possible. Donc on va d'abord taper chez les éditeurs qui génèrent le plus gros volume, et c'est comment être présent sur ces gens-là. On a des journées, par exemple, pour le cashback, des choses qui peuvent être faites. C'est-à-dire qu'on a des annonceurs qui sont OK pour faire des boosts de cashback sur une journée. Donc, on va dire une marque qui va reverser 8% à l'éditeur, qui lui en reverse 4 à l'internaute, en gros. Sur une journée, on va mettre en place des rémunérations à 20%, où l'éditeur va peut-être pouvoir reverser jusqu'à 15% du montant à l'internaute. Donc ça, c'est des petits dispositifs pour aller générer le plus de ventes possible, mais qui au final est hyper intéressant pour l'internaute parce que ça va lui permettre déjà de récupérer un peu d'argent, même plus, mais derrière, ça fait vraiment de la visibilité, et ils ont des mini-sites qui sont en place, des newsletters, tout ça pour ces journées-là. Donc on essaie vraiment d'intégrer les marchands sur ces dispositifs, ou des éditeurs qui commencent à faire des spots télé, par exemple. Donc ils peuvent associer des marchands de temps en temps sur ces spots télé pour promouvoir leur offre, mais promouvoir le marchand aussi. Donc c'est des choses qui se développent de plus en plus, on va dire. C'est grande tendance, quoi. Ok, Ouais. Bah écoute, c'est très bien. On aura fait un large tour sur tout ce qui concerne l'affiliation. J'avais une dernière question à vous poser que je pose à tous mes invités, c'est de me donner une idée reçue. Et dans votre cas, c'est dans le domaine de l'affiliation que vous entendez beaucoup et que vous combattez de manière assez forte. J'ouvre les guillemets. L'affiliation égale cashback plus BR. Voilà. Et BR, donc du coup, c'est bon réduction. Ouais, les codes promo. Généralement, c'est le cliché qu'on essaye de combattre auprès des annonceurs pour dire que non, enfin, on peut travailler avec 1 milliard de typologies différentes, 1 milliard d'acteurs différents. On n'est pas obligé de passer que par du cashback et des bons réductions pour générer de la visibilité, des ventes ou atteindre les objectifs du marchand. On peut l'accompagner via d'autres leviers, d'autres typologies. Je l'ai répété, des wishlists, des emailers, de displays, des guides d'achat et bien d'autres, des comparateurs au CPC et bien d'autres. On est une plateforme d'acquisition, on n'est pas une plateforme d'affiliation. L'affiliation est un levier, mais aujourd'hui on est chez Affinity davantage ouvert et on peut aller encore plus loin que juste l'affiliation. Voilà. Oui, okay, ça peut être aussi l'affiliation ne m'apporte rien, je le fais tout seul. Enfin, ou alors c'est des ventes que de toute façon j'aurais fait. Pas forcément. Quand on analyse le parcours
retours de conversion, généralement, justement, dans Google Analytics, parce que ça nous permet d'avoir cette vision-là. Généralement, on voit qu'on est souvent très contributeur et first click, last click et seul initiateur de la vente. Ça peut arriver. Ou les sites de code promo ne sont pas qualitatifs du tout. Ils m'amènent que des anciens clients, plein de poncifs comme ça qui reviennent très souvent. Et après, une fois qu'on arrive à tout analyser, en général, après, il y en a toujours qui ne sont pas contents, mais ça, c'est pas grave. Il y en aura toujours. Exactement. C'est un peu la réflexion qu'on a aussi, par exemple, sur les campagnes marques, quand on achète son propre nom sur Google, alors qu'il y a pas mal d'études. Bon, après, c'est vrai que chacun a son avis, mais c'est ça. C'est vrai que c'est souvent comme ça avec les parcours comme ça qui peuvent être multitouches. C'est pas évident. Toujours qui diront qu'ils auraient fait la vente dans tous les cas. C'est ça. Non, mais c'est pas évident. Après, moi, je peux comprendre. Hein, mais nous, on est juste là pour accompagner, essayer d'avoir une lecture qui aille dans le sens de notre client et lui dire, voilà, pourquoi est-ce que ça peut marcher et pas ça. Et au final, par rapport à ces idées reçues, qu'est-ce qu'on peut amener. Et là, c'est le tracking qui fait aussi presque tout, qui fait beaucoup de choses, qui permet justement de bien montrer où est le vrai du faux sur certaines idées reçues. Donc si on a envie de lancer de l'affiliation, où est-ce qu'on peut vous retrouver et comment est-ce qu'on vous contacte? Partout. Non, sur notre site, évidemment, Affinity, sur affinity.fr. Il suffit, il y a tous les numéros de téléphone, tous les contacts qu'il faut. Sur LinkedIn, nous envoyer un petit message si besoin, on y répondra avec plaisir. Je pense que c'est assez simple de nous joindre. Je mettrai les liens dans tous les cas sur malgré qu'on soit chez nous. Oui, en télétravail. Exactement. Bon, c'était top en tout cas. Merci d'être venu sur le podcast pour nous expliquer tout ça. Je mettrai tous les liens du coup dans l'article, comme je l'ai dit, sur le site du podcast.grid.fr. Et puis je vous dis sûrement à une prochaine. Merci beaucoup à toi en tout cas. Merci beaucoup Benjamin. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout qu'il t'aura plu. Pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux, j'ai besoin de ta contribution. J'aimerais que tu prennes 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis, 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.